procrastiner. Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 45 avec Benoît Voshtenka. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va s'intéresser au parcours d'un entrepreneur hors norme qui a réussi à s'affranchir des règles pour créer un projet en totale adéquation avec ses valeurs dans un secteur pourtant très compétitif. Benoît Voshtenka est l'exemple même qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine sans forcément investir beaucoup d'argent ou avoir le bon réseau pour se lancer. Il va nous expliquer comment il est passé d'un simple blog à l'une des startups les plus inspirantes et les plus influentes en France. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements et partager des conseils qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 meilleurs conseils à retenir pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous mettre à l'honneur et partager un message que vous m'avez laissé. Et cette fois, c'est Rémi qui a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Podcast très intéressant et très bien réalisé. J'ai découvert une émission très agréable à écouter et fort enrichissante. Merci. Grâce à vous, je me pose de nouvelles questions et je songe à changer pas mal de choses dans ma vie. Encore bravo à Manal et à son équipe. » Merci beaucoup Rémi pour ce super message. Je suis très contente de savoir que le Manal Show t'aide à réfléchir sur tes futurs projets et je te souhaite du fond du cœur de t'épanouir dans tout ce que tu fais. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. Il n'a pas fait d'école de stylisme et n'a pas forcément le réseau d'Anna Wintour. Et pourtant, c'est bel et bien le monde de la mode masculine qu'il a choisi de révolutionner. À l'instar des magazines comme GQ ou Vogue, il propose une nouvelle approche pour réconcilier les hommes avec la mode. Fondateur de Bonne Gueule, il décrit son projet en disant que ce n'est ni un média, ni une marque de vêtements, mais surtout un moyen pour lui de transmettre ses propres convictions, et ça fonctionne. Il rassemble des millions de personnes en proposant des contenus à haute valeur ajoutée avec des conseils très pointus. Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est incontestablement la référence de la mode masculine en France. Pas de marketing de masse ou de campagne de publicité hors de prix. Lui, il mise surtout sur son audace et son authenticité, une philosophie que je partage à 100%. Et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Benoît Voshtenka, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici chez vous, dans vos locaux à Paris. Merci à vous d'être venu. Alors Benoît, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Pourquoi ? Je crois que moi j'ai toujours été sensible au fait de la manière dont aussi loin que je me souvienne, c'était la manière dont mes petits camarades de lycée se sentaient dans leurs vêtements. Effectivement, c'est pour ça que la mission de Bonne Gueule, c'est aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Donc moi, je veux que les hommes se sentent bien dans leurs vêtements, qu'ils puissent être amis avec leurs vêtements, qu'ils ne les subissent pas, qu'ils puissent pouvoir se construire un style à leur image, à ce qu'ils veulent montrer, ou pas d'ailleurs, en fonction de leurs humeurs. Et en fait, je veux que les hommes, finalement, presque que les hommes se sentent beaux, en fait, tout simplement. Ça, cette problématique de se sentir bien dans ses vêtements, oui. C'est une problématique que vous avez vous-même connue ?
Pas tant que ça, parce que moi, quand on me demande comment l'amour de la mode masculine m'est venu, ça a toujours été quelque chose de très diffus, très progressif, mais en tout cas, j'ai jamais vu mes vêtements comme des ennemis, mais plutôt au contraire comme des amis. Et c'est un peu ça que je veux transmettre. La passion aussi du beau vêtement, de la belle matière bien travaillée, toutes ces choses-là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un peu plus de votre parcours évidemment, comme je suis moi-même une grande passionnée de mode, je suis curieuse de connaître un peu votre définition de l'élégance. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de réponses par rapport à ça, mais moi aussi simplement que je pourrais dire, ça serait l'élégance. Pour moi, c'est simplement quand on voit une personne et qu'on se dit ah ouais, là ce style, comment l'habiller, il y a qu'elle qui peut le porter et ça choque pas. Donc pour moi, je pense que quelqu'un qui a un style un peu rock par exemple ou quelqu'un qui a un style excentrique peut malgré tout être élégant. Donc finalement, il n'y a pas de règle. Alors, au début, je pense que oui, notamment pour certains styles. Mais après, effectivement, c'est bien de s'en émanciper un petit peu. Alors avant de vous lancer dans la mode et l'entrepreneuriat, comment vous imaginiez votre vie? Quel était votre rêve étant enfant? Quand j'étais enfant, c'est vrai que j'ai toujours été très curieux, donc il y avait plein de métiers que je voulais faire. Ça allait de, je sais pas moi, de archéologue à scientifique, parce que j'ai un papa qui travaille dans la recherche. Et c'est vrai que petit à petit, quand on grandit, quand on devient ado, bah, les rêves s'envolent un petit peu. Et quand je suis arrivé en école de commerce, très franchement, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Comme je pense beaucoup de jeunes en école de commerce. Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de jeunes tout court. Ouais, comme beaucoup de jeunes tout court. Et je pensais que j'allais sûrement faire carrière dans une boîte de conseil, comme c'est le cas pour pas mal de jeunes qui sortent d'école de commerce d'ailleurs. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai découvert que vous veniez d'un milieu qui n'a rien à voir avec la mode. Alors, comment ça vous est venu? Comment vous avez découvert ce milieu et comment ça vous a donné envie d'entreprendre là-dedans? Là aussi, c'est une très bonne question et je vois que vous m'avez bien creusé parce qu'effectivement, mes deux parents sont fonctionnaires et n'aiment pas spécialement la mode. Mais d'ailleurs, je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps, que ce soit mes parents, ma famille ou leurs amis, il n'y a personne qui est entrepreneur, il n'y a personne qui aime le vêtement. Moi, j'ai des copains créateurs qui ont grandi, enfin, leurs parents étaient déjà dans le tissu, etc. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, comment c'est venu? Quand j'étais un peu au pied du mur, en me disant, bon, là, il va vraiment falloir que pour les prochaines années, je décide de ce que je fasse de ma vie. Il y avait cette idée un petit peu folle où je me disais, mais parce qu'à l'époque, j'avais déjà créé Bonne Gueule, je me disais, mais si ça se trouve, peut-être que Bonne Gueule, je peux en vivre et je peux vivre de ma passion. Et à ce moment-là, j'avais déjà rencontré Olivier Roland, que vous avez vous-même rencontré. Oui. Donc, j'ai eu l'énorme chance d'être sensibilisé très tôt au fait qu'on pouvait vivre de sa passion. C'était plutôt ça qui m'intéressait, plus que le fait d'être entrepreneur et de construire une boîte et de créer et d'embaucher plein de gens. Moi, je voulais juste vivre de ma passion, point. En fait, ce sont peut-être les rencontres qui vous ont ouvert de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Tout à fait. Ça, c'est important parce que quand on reste dans son cadre, dans son carcan, on ne se rend pas compte que d'autres choses sont possibles. Et c'est ce qui arrive à de nombreux étudiants aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que je serais infiniment reconnaissant d'être tombé sur le blog d'Olivier Roland en 2008. Son tout premier qui était des livres pour changer de vie, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? J'aime beaucoup ce que fait Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization. Donc j'ai un accent anglais qui est un peu bancal, j'en suis désolé. Ce qui m'a beaucoup influencé. En ce moment, effectivement, je suis très influencé par les idées d'un auteur qui s'appelle Ken Wilber. Ken Wilber. Ouais, qui est un philosophe américain qui a essayé de créer un modèle mental qui intégrerait tous les autres modèles mentaux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la théorie intégrale, parce que ça intègre le plus de choses possibles. Vous êtes quand même dans cette réflexion en fait, d'imaginer, de vouloir créer une vie qui soit en adéquation avec ce que vous en faites, votre vision, vos aspirations. C'est vrai. Alors effectivement, pour être totalement franc avec vous, quand je suis... peut-être que ça va vous aider à mieux me comprendre, mais en 2010, justement, j'ai eu un souci cardiaque. Je crois que ça doit être peut-être la deuxième fois que je le dis en public. D'accord, c'était un gros souci. On m'a posé un pacemaker. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, je vis tout à fait normalement, il y a tout qui est nickel, il n'y a aucun problème, je fais du sport, il n'y a pas de souci. Mais c'était en 2010, donc c'était un âge où j'étais jeune, où on est censé être au top de ses performances physiques, intellectuelles. Et finalement, je me suis dit, bon, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Ça a été un déclic pour vous? Je me suis dit, bon, là, il est temps d'avoir une vie un peu cool. Et là, c'est là que le fait de se dire bon peut-être que je peux vivre de Bonne Gueule de ma passion, c'est là que ça a commencé vraiment à faire son chemin. À ce moment-là justement, ça faisait 2 ans que je suivais le parcours d'Olivier Roland par exemple,
Donc toutes ces choses-là font qu'on se dit, bon, il y a une autre voie qui est possible. Honnêtement, je comprends mieux. Voilà. Parce que j'ai préparé cette émission, évidemment. J'ai regardé quelques interviews que vous aviez fait. Ouais. Et pour moi, ça reste encore un peu flou, le déclic, le moment Mais où je vraiment crois que je l'ai vous avez jamais dit, décidé de vous lancer. Parce qu'on sent que c'est vraiment très fort, en fait. Hein. Ouais, mais effectivement, avoir un pacemaker quand on a quoi, j'avais 22 ans. Ouais. Effectivement, moi je me disais, mais pourquoi enfin, en plus, ça venait j'ai une maladie cardiaque héréditaire. Donc je n'avais rien demandé, quoi. C'était. Et peut-être que finalement, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis de trouver cette énergie, cette volonté et de se dire, bon, mais pourquoi. Alors que je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs qui aiment la mode, et bah, de se dire, bon, mais je sais pourquoi je fais ça, quoi. Parce que je sais que tout peut s'arrêter d'un coup, finalement. Exactement. Vous avez fait HEC Montréal. Ouais, pendant un an, ouais. Alors moi, Montréal, c'est une ville qui m'intéresse beaucoup. Donc je suis très curieuse de savoir ce que cette expérience canadienne vous a appris. Ah, c'était le feu. C'était vraiment génial. C'était vraiment... J'imagine. En fait, ouais, tout simplement, c'est que après mon année où on m'a posé le pacemaker, je devais valider une année à l'étranger, tout simplement. Et plutôt que de faire un stage à l'étranger, j'ai fini mes études à HEC Montréal. Il y avait un partenariat entre mon école et HEC Montréal, ce qui fait que l'année coûtait pas grand-chose. Et les cours, là, pour le coup, étaient vraiment super. Là, vraiment, les profs, c'était des sacrées machines. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle un DESS en affaires électroniques, puisqu'ils ne peuvent pas dire e-business, ils doivent tout traduire. Et c'était vraiment génial. C'était une matière qui me plaisait, j'avais peu d'heures de cours, je pouvais faire bonne gueule à côté. C'était dans une ville qui était géniale et j'ai beaucoup aimé à Montréal ce côté très tout est simple, tout est plus cool, tout est plus tranquille, tout est plus sincère, spontané. Il y a vraiment un état d'esprit qui m'a beaucoup plu et Montréal est une ville qui presque 10 ans après continue à me manquer toujours beaucoup. Ouais, j'imagine. Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Oui. Parce qu'il y a ce mix, en fait, entre la culture française et anglo-saxonne. Tout à fait. Mais je connais aussi beaucoup d'étudiants qui sont allés suivre des études là-bas et qui sont restés là-bas pour travailler. Ouais. Ça vous a jamais donné envie ? Alors, si j'avais pas eu bonne gueule, je serais resté. Ça, c'est clair. D'accord. Ça, Donc, c'est c'est clair. Bonne Gueule qui vous a fait revenir à Paris. Ouais, parce Pas que possible de le faire là-bas ? non, nous, on est quand même un média de mode masculine, donc ça se passe à Paris. En fait, Bonne Gueule, on a commencé à le monétiser mi-2011. Et je suis parti étudier à Montréal en août 2011. Et donc forcément, quand mes études se sont finies en mai 2012, Bonne Gueule était déjà sur l'arme de lancement, il fallait que je rentre à Paris. Mais ouais, c'était... effectivement, il y a tous les bons côtés de la culture française sans les mauvais côtés là-bas. Exactement. Donc c'était vraiment... En tout cas, on sent que c'était une super année pour vous. C'était génial. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de Bonne Gueule, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas cette marque, ne connaissent pas ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Parce qu'à la base, Bonne Gueule, c'est un blog. Oui, tout à fait. Où vous partagiez des contenus, des articles. Ouais, effectivement, on a toujours parlé de mode masculine, mais sous un angle très avec beaucoup de pédagogie en fait. On fait beaucoup d'articles longs. En fait, on n'a jamais eu d'annonceur, on n'a jamais fait d'articles sponsorisés. Donc, on a toujours voulu rester hyper indépendant d'un point de vue éditorial, pas d'affiliation non plus. Et effectivement, le positionnement, c'est des longs articles très utiles avec beaucoup de pédagogie. On n'est pas là pour parler de défilé. Moi, je sais apprécier un défilé, mais le but, c'est que les hommes comprennent le vêtement, qu'ils comprennent pourquoi une chemise, elle va coûter 150 € et pas 100 € ou pas 5 € ou pas même 500 €. Il y a une vraie démarche pédagogique. Ouais, tout à fait. Le but, c'est que Bonne Gueule que Bonne Gueule soit la solution pour les problèmes que les hommes ont avec le vêtement. Alors, au départ, en 2007, Bonne Gueule, c'est un blog. Tout à fait. Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est un vrai projet qui cartonne, je le disais, avec des millions de personnes qui vous suivent. Ouais. Vous êtes vraiment une start-up qui cartonne ici en France. Alors, à quel moment vous avez décidé de faire de ce blog un vrai business ? Quand je suis rentré de Montréal, en fait, j'ai rencontré Geoffrey, mon associé, en 2010. On a commencé à bosser pour Bonne Gueule en 2011. Donc lui, il était resté à Paris. Et le deal, c'était bon, on a plus ou moins un an où moi, je suis à Montréal. Toi, tu es encore en poste. Mais au bout d'un an, quand moi, je reviens, on pourra se mettre à plein temps sur Bonne Gueule. Et comment vous avez rencontré Geoffrey alors ? Alors Geoffrey, je l'ai rencontré, il avait un site qui s'appelait Toga Picta, un blog. Ah, d'accord. Et moi, je faisais ma veille. Et puis, je tombe sur ce petit blog de mode masculine. Et il y avait le CV de l'auteur, donc par curiosité, je clique sur le CV et là, à ma grande surprise, je m'aperçois qu'il a fait la même école de commerce que moi. D'accord. Et les gens qui aiment la mode dans mon école de commerce, il y en avait vraiment très très peu. Et je me dis, vas-y, on va le rencontrer. Donc je lui envoie un mail, je dis, salut, je m'appelle Benoît, j'ai un site qui s'appelle Bonne Gueule. Aussi naturellement que ça. Mais il n'y a pas plus bête. Il a dit, ah ok, c'est cool, j'aime bien ton site, ça me ferait super plaisir qu'on se rencontre. Et on a bu un verre et c'est comme ça que notre amitié est née.
Moi, je dis toujours que dans la vie, on n'y arrive jamais seul. D'ailleurs, on le sait, hein, les plus grands projets se sont toujours menés à deux, à condition évidemment de trouver la bonne personne. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, de trouver un cofondateur? Ah, c'est clair que seul, c'est galère, hein. Donc oui, très très clairement, il faut Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait de rencontrer Geoffrey? Qu'est-ce qui vous apporte concrètement pour passer à la vitesse supérieure? Alors, moi, Geoffrey, j'aime le vêtement. Geoffrey, il aime l'entrepreneuriat. Voilà D'accord. C'est un combo des deux. Exactement. Moi, j'avais la partie produit, la partie contenu, et Geoffrey, c'est lui qui va avoir plein d'idées sur comment les partenariats qu'on peut nouer, les sources de trafic qu'on peut avoir, quelle sera la prochaine étape en termes de structuration au niveau de la boîte. Donc, il est vraiment passionné par ça, par l'entrepreneuriat, par la création d'entreprises. Et moi, je suis beaucoup plus passionné par le produit. Et comment vous répartissez les tâches aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je m'occupe avec mon rédacteur en chef de la partie éditoriale et je m'occupe avec mon chef produit de la partie marque de vêtements. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les 99% du chiffre d'affaires, c'est notre marque de vêtements qu'on vend à travers nos 4 boutiques. Geoffrey, lui, s'occupe de la partie stratégie, marketing, croissance. Donc c'est très important en fait d'avoir des tâches bien précises, des missions qui sont bien définies au sein de l'équipe. Ah oui, pour que ça fonctionne. Oui, sinon ça crée beaucoup de frustration et de démotivation. Ça, c'est important de le souligner parce que souvent, c'est ce que je vois. C'est ce qui arrive beaucoup dans les équipes, dans les startups. Vous savez, il y a ces problèmes d'ego. On a toujours un qui veut se mettre plus en avant que l'autre. Ouais, on apprend justement en école de commerce que c'est hyper important de clarifier les rôles. On est persuadé de bien savoir le faire, que c'est naturel, mais en fait, pas du tout. Et il y a des moments où c'est pas toujours facile, mais effectivement, c'est hyper important de bien le faire. De mettre les égos de côté, de dire, bon, ben voilà. Mon rôle c'est ça, ton rôle c'est ça, le dernier mot c'est toi qui l'as sur ces sujets-là, et le dernier mot c'est moi qui l'ai sur ces sujets-là. Très important. Ça c'est quelque chose que vous avez appris en école de commerce? En partie, ouais. C'est un grand classique sur la structure. Donc on apprend encore des choses en école de commerce. Et heureusement. Heureusement. J'imagine qu'il y a aussi des décisions à prendre, et dans ce cas, un commandant de bord, quelqu'un qui puisse trancher. Ouais. Donc dans ces moments-là, c'est qui dans votre équipe qui prend la décision finale? Ça dépend du périmètre en fait. Typiquement, la dernière discussion qu'on a eue à ce sujet, quand on sort un vêtement, Bonne Gueule, on en fait un article sur le site. Et donc Geoffrey, forcément, vu qu'il s'occupe de la partie web marketing, c'est tout à fait normal qu'il ait son mot à dire sur l'article qu'on va sortir. Par contre, il va y avoir des retours qui vont être faits, mais on va pas forcément être d'accord. Et finalement, on a décidé que le dernier mot, c'est le pôle éditorial qui doit l'avoir et pas le pôle marketing. Donc c'est vous. Voilà. Par contre, il y a des sujets sur sur les campagnes d'acquisition où là, moi, je vais pouvoir donner mon avis, mais je suis à l'aise avec le fait que le dernier mot, c'est Geoffrey qui l'a et qu'il a le droit de pas suivre mon avis parce que je lui fais confiance. Ça, c'est important aussi, oui, effectivement, de se faire confiance. Exactement. Ah oui, sinon on peut pas avancer. Ça, c'est un prérequis hyper important. C'est important aussi d'établir des règles au préalable. Oui, tout à fait. Alors nous, on avait commencé, Geoffrey avait écrit un pacte, un espèce de pacte moral des copains entrepreneurs, où en fait, il disait, ça tenait sur une page, hein. Il disait, l'émission de Benoît, c'est ça, en 5 bullet points. L'émission de Geoffrey, c'est ça, en 5 listes à puce. Et Benoît et Geoffrey s'engagent mutuellement, chacun à faire preuve de bienveillance, de transparence, de générosité. Juste ça, et ce document, finalement, il a été hyper important pour la suite. Oui, c'est vraiment d'écrire un contrat noir sur blanc, que tout le monde lit. Vous l'avez signé, j'imagine? Ouais, on l'a signé, et ok. Geoffrey, ok, t'es peut-être pas d'accord sur ce que je vais faire là-dessus, mais oublie pas qu'on a écrit dans ce document au tout début, mon rôle c'est ça. À la limite, si tu veux faire redéfinir ce contrat, on peut en parler, mais en attendant, mon rôle, c'est ça. On l'a écrit au début, donc c'est moi qui ai le dernier mot. C'est très, très intéressant, ça. Ouais. Est-ce que ça marche toujours? Alors, oui. Par contre, c'est pas toujours facile. Forcément. Il peut y avoir des blocages? Pas des blocages, mais comment dire, on peut... Parce que même si l'autre, c'est pas son périmètre d'action, il peut se dire, ouais, mais là, quand même, Benoît, t'es sûr de ton coup, quoi. T'es sûr de ce que tu fais. Et vice-versa, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, c'est la solution qui marche le mieux. Plutôt que cette espèce de flou, on sait pas trop, on se chamaille, il y a des batailles d'ego, etc. Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est devenu une marque et une vraie référence dans le milieu de la mode masculine. Oui. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, comment vous avez fait pour gagner vos premiers euros? On a commencé en vendant un e-book, un PDF, un livre électronique. Ça, c'est assez surprenant quand même. Hein. Ça, c'est grâce à l'influence d'Olivier Roland, par exemple. Ah, d'accord, je comprends mieux. Oui, ça a été l'un des premiers, ce qu'on appelle un infopreneur. Exactement. En France, donc, peut-être pas l'un des premiers, mais l'un des plus visibles en tout cas. En tout cas, un que je connaissais le mieux. Et je me suis dit, et en plus, un jour, je reçois un mail d'un mec qui me dit Benoît, j'adore les conseils sur le site, mais je serais prêt à payer plus pour en avoir plus.
je connais Olivier Roland et ce qu'il fait. Et là, ça a fait un peu tilt. Je me suis dit, mais faisons un e-book sur le. Donc, on a écrit un livret de 200 pages qui coûtait 27 euros, je crois. Ouais, c'était ça, 27 euros. Et il y avait tous nos conseils dedans. Et je crois que ça a bien fonctionné d'ailleurs. Ça a très bien fonctionné vu qu'on a. Je crois qu'il a été commercialisé pendant à peu près 2 ans. Et il a fait, je crois, 120 000 euros de chiffre d'affaires en tout sur 2 ans. Ah oui, c'est quand même pas mal. Ouais, sachant que c'est un PDF, donc il n'y a pas de stock, etc. Donc ça correspondrait à une mini levée de fonds aujourd'hui, en fait, à ce qu'on appelle du seed. Parce que c'est ce qui vous a permis, du coup, de commencer vraiment le projet sans lever en d'argent. étant tranquille dans le côté financier. Tout à fait. Ça, plus une formation en ligne que j'avais fait qui s'appelait le programme Bungle, qui était un peu une version qui coûtait 150 euros, qui s'étalait sur 20 semaines. Et chaque semaine, le mec recevait une vidéo sur comment choisir une chemise, comment choisir un jean, comment choisir un manteau, etc. Donc pareil, à peu près, je crois qu'elle a rapporté 160 000 euros sur les 2 ans où c'était commercialisé. C'est très très intéressant parce que je crois que c'est bien la première fois en fait que je vois une start-up commencer comme ça. En général, il y a toujours des levées de fonds. Donc comme quoi c'est possible de créer un business qui fonctionne sans forcément lever de fonds. Ouais, mais moi, encore une fois, j'étais pas du tout entrepreneur à la base, donc je crois qu'une levée de fonds, ça m'a même pas traversé l'esprit parce que je pense que je savais même pas ce que c'était. Mais j'imagine qu'on vous en a quand même parlé en école de commerce. Oui, un petit peu, mais c'était pas le. Pour moi, c'était clair, je voulais faire comme Olivier Roland. Vous l'avez pris en quelque sorte comme un mentor un peu pour ouais, effectivement, comme un exemple à suivre. Lui et d'autres, il y avait à l'époque, il y avait d'autres personnes, effectivement, mais ouais, pour moi, c'était le. En plus, comme je l'ai dit, je voulais pas créer une boîte, moi je voulais vivre de ma passion. Donc et vivre de sa passion, le moyen le plus simple, c'était sortir un produit d'information. Tout à fait. Plutôt que de lever de l'argent. Bon, à la différence de la majorité des gens, vous êtes passé à l'action. Vous avez appliqué les conseils qui ont été prônés par Olivier Roland. Ouais, parce que moi... par d'autres. Ouais, et encore une fois, on venait de me poser un pacemaker, donc ça fait réfléchir. Ouais. Alors surtout, c'est une période où j'avais rien à perdre parce que j'avais rien. J'avais pas de... Enfin, toujours pas d'enfant, mais j'avais pas le moindre crédit, j'avais pas de voiture, je fumais pas, j'avais pas de possession matérielle, j'avais rien, donc c'était le meilleur moment finalement. Alors chez Bungle, vous proposez des contenus de fond sur des sujets qui sont très très précis. Oui. Ce sont toujours des articles et des vidéos de qualité avec des conseils concrets. Moi j'aime beaucoup en tout cas votre façon de faire. Vous apportez énormément de valeur pour les personnes qui achètent et même pour celles qui n'achètent pas finalement. Oui, c'est le but. Donner avant de recevoir, c'est ça la recette de votre succès ? Ouais, très clairement. J'ai toujours beaucoup cru au karma, enfin le fait de ce côté, cette générosité désintéressée, inconditionnelle. Et forcément, je savais que derrière, ça allait... je sais pas quand, je sais pas comment, mais je savais qu'un jour, ça allait payer tout ça. Mais comment ça vous est venu de croire à ça ? Parce que très peu de personnes ont cette vision. Moi-même, aujourd'hui, il y a encore des gens qui me posent la question, pourquoi le Manel Show, c'est gratuit en fait sur le web, parce qu'il y a tellement de contenu. Comment ça vous est venu en fait ? Ouais, je suis en train de réfléchir parce que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Parce qu'en général, quand on crée un business, n'importe lequel, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent tout de suite en fait. Oui, effectivement. Et je crois que... En fait, le fait que... Finalement, le fait que je fasse... Moi, je peux pas faire d'articles courts. C'est vraiment très dur pour moi. Et du coup, j'ai toujours voulu faire des articles longs et j'aime bien expliquer des choses. Du fait de mon père qui a travaillé dans la recherche, donc forcément, j'ai raconté plein de trucs. Et quand j'ai vu les premiers commentaires où les mecs disaient « Ah, c'est génial, c'est un super article, j'ai jamais lu ça ailleurs », je crois que je suis devenu un peu accro à ça finalement, à cette reconnaissance. Et j'ai voulu continuer comme ça et aider encore plus possible les gens. Et je suis tellement touché que certains commentent mes articles que j'ai pas pu m'empêcher de répondre à tout le monde pour les remercier. C'est vrai, à chacun d'entre eux. Ouais, à chaque commentaire. Et c'est resté aujourd'hui, on répond à tous les commentaires chez Bungle. Et toutes ces choses-là ont fait que forcément, quand quelqu'un il a lu quelques super articles chez nous, des articles très longs qui l'ont beaucoup aidé, quand il m'a écrit des mails que je lui ai répondu, ou quand il m'a envoyé des commentaires et que j'ai répondu, le mec, finalement, quand on lui propose un truc à vendre, c'est tellement plus simple. Il va dire, mais Benoît, il m'a tellement donné que c'est bien normal que je lui achète un truc. Moi, je suis complètement d'accord avec cette façon de faire et je pense même que c'est la manière de communiquer et de faire du business aujourd'hui. Ouais. Donner avant de recevoir, proposer des contenus de haute valeur ajoutée. Tout à fait. Parce que c'est fini, on est d'accord, l'époque des publicités avec les grandes affiches placardées. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité et de la qualité. Exactement. Et ce côté donner avant de recevoir, pour moi, ça a été vraiment, vraiment clé quand je fais la rétro-ingénierie de ce qui a pu se passer qui fait qu'on est là. Cet état d'esprit-là, il y a tellement de choses qui en ont découlé derrière, qui fait qu'on en est là aujourd'hui grâce à ça, grâce au fait qu'on s'est toujours dit il faut donner, il faut donner, il faut donner. Alors, l'expérience client, c'est quelque chose que les marques clament ouais. haut et fort. Mais moi, je trouve qu'on ne retrouve pas forcément sur le terrain. Parce que, par exemple, à titre personnel, je suis très régulièrement déçue de l'accueil et du service
même chez les grandes maisons de luxe comme Dior ou Chanel. Oui. Et bizarrement, quand je vais à l'étranger, là c'est complètement différent. Donc force est de constater que le service de qualité, c'est quelque chose qui se perd en France. Oui, ouais, effectivement, on a moins cette culture-là, comme il peut y avoir au Japon, même au Canada, remarque. Hein. Quand j'étais à Montréal, une fois, j'ai dû appeler le service santé. Je pensais que ça allait prendre 3 plombs, mais il y a une personne qui a décroché en 10 secondes et qui a parfaitement répondu à mes problèmes, et ça a été réglé mais en 3 minutes, quoi. Mais on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une expérience client irréprochable si on veut rester dans le game. Ah, aujourd'hui, c'est obligatoire, très C'est clairement. obligatoire, on ne peut plus s'en passer. On peut plus se permettre d'avoir des boutiques qui soient uniquement un lieu de transaction. On peut plus se permettre de ne pas répondre aux commentaires. On peut plus se permettre d'avoir une expérience web pourrie. C'est plus possible. Enfin, en tout cas, les marques qui vont pas comprendre ça, elles seront très fortement pénalisées. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous répondez même à tous les messages sur Facebook, sachant que vous avez aussi beaucoup de followers. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Ouais, c'est notre valeur, quoi. Au début, Bonne Gueule a été construite sur ces bases-là. Et il faut les respecter et continuer à continuer à entretenir ça. C'est hyper important pour nous. C'est notre vision, elle est là. C'est qu'on doit aider chaque homme à se sentir mieux dans ses vêtements. Et donc, si chaque homme on doit répondre à chaque question, tout simplement. En tout cas, on est d'accord pour dire que c'est beaucoup de travail. Oui, ça c'est clair. Des journées bien remplies, j'imagine. Oui, aussi. Vous travaillez combien d'heures par jour ? Je dirais que c'est par période, mais c'est vrai que je suis au bureau entre 9h et 10h. Et je pars c'est rare que je parte avant 19h30, sauf si j'ai un rendez-vous. Mais ouais, entre 19h30 et 20h30, je dirais, à peu près. Puis des fois, il y a les petits trucs qu'on fait le soir chez soi, il y a le week-end aussi. Mais là aussi, je peux pas m'en plaindre parce que c'est moi qui l'ai choisi. Donc, oui, bien sûr. Mais oui, c'est du boulot, ouais, ça c'est sûr. C'est pas la journée, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Non, alors j'aime beaucoup ce livre, je pense que tout le monde devrait le lire. Et il faut savoir qu'il a une vision très romantique de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, non, ouais, très clairement, nous, c'est pas la semaine de 4 heures, ça c'est sûr. Après, je pense que l'idée principale de ce livre, c'est de nous donner des informations, des conseils, des moyens pour peut-être travailler moins, mais mieux. Exactement. C'est surtout ça, pas forcément avoir une semaine de 4 heures, évidemment. Ouais, c'est plutôt se dire, bon, déjà, est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre ? C'est le bon point. Qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et je pense que c'est un des livres les plus motivants pour entreprendre, je pense, je trouve aussi, pour le grand public. Et effectivement, ça pousse à se demander si on est efficace et efficient dans son travail au quotidien. D'accord. Mais alors, en parallèle du travail, moi je suis convaincue qu'il faut quand même avoir un bon lifestyle, l'importance du mode de vie pour réussir dans ce qu'on fait et trouver un équilibre. Est-ce que vous avez des habitudes quotidiennes qui vous aident justement à trouver cet équilibre ? Le bonheur chez une personne dépend essentiellement de la qualité de ses relations. Ah oui, bien sûr, il y a une excellente conférence d'ailleurs, conférence TED là-dessus. Oui, ils ont fait il y a la grosse étude de Harvard. Exactement. Dessus, effectivement, où en fait, pour être heureux, il faut être bien entouré. Ce sont les relations qu'on noue avec notre entourage et qu'on entretient. Et qu'on entretient qui vont contribuer à notre épanouissement. Parce que c'est vrai que le bonheur, ça peut paraître un petit peu galvaudé le mot bonheur, mais en tout cas l'épanouissement personnel. Tout à fait, donc c'est important de beaucoup travailler et à la fois de garder des moments avec les gens qu'on aime. Et vous faites quoi pour vous ressourcer justement, pour vous détendre ? Alors, moi le midi, j'aime beaucoup aller au sport. Je fais de la musculation. Ça m'a beaucoup apporté en termes de ressources. Ça me détend beaucoup en fait. Oui, le sport c'est très important. Ah oui, moi c'est la musculation, mais ça peut être un autre sport parce que la salle est juste à côté. Mais ça me détend beaucoup. Il y a un côté presque méditatif que je soupçonnais pas du tout et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme une séance de méditation pour moi quasiment. Alors, j'imagine quand même que plus de 10 ans d'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment ? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je pense que je me serais beaucoup plutôt intéressé à des problématiques de management et de branding. C'est-à-dire qu'est-ce qui constitue une marque concrètement ? Comment on crée une marque ? Comment on la structure ? Comment on la pense ? Et le management, c'est comment on recrute les bonnes personnes, comment est-ce qu'on les motive, comment on instaure des bonnes relations au quotidien, comment on s'organise, toutes ces choses-là. Ouais. Vraiment, le management, la structuration d'une entreprise, comment l'information circule, comment ça avance, et ensuite, comment on crée une marque, tout simplement. Comment on rend cette marque cohérente ? Alors Benoît, dans votre manifeste qu'on peut trouver sur votre site internet, bonnegueule.fr, vous dites que vous avez pour mission, entre autres, de vivre correctement de votre passion. Oui. Est-ce que c'est un objectif que vous avez atteint ?
Ah bah, je pense qu'aujourd'hui, oui. Ma seule source de revenus, c'est Bonne Gueule. Donc, ouais, aujourd'hui, je pense que je peux dire que je vis de ma passion depuis quelques temps d'ailleurs. Et c'est quoi vivre de sa passion exactement, correctement de sa passion? Bah, vivre de sa passion, c'est comment dire, c'est déjà c'est savoir ce par quoi on est passionné et au quotidien la vivre. Donc là, effectivement, il y a la vivre dans le sens continuer à entretenir cette passion quotidienne. Donc moi, c'est le vêtement, continuer à toucher des belles matières, des beaux vêtements, à se renseigner, à avoir des marques et entre guillemets pouvoir en vivre financièrement et Exactement. pouvoir en faire vivre d'autres personnes également. Et ça se traduit comment financièrement? Vous gagnez combien? Alors moi, j'ai un salaire qui est à peu près de 3500 euros net par mois. Je crois que c'est la première fois que je le dis en public. Mais c'est bien d'être complètement décomplexé par rapport à ça. Ça Ouais, change un peu. Hein. c'est vrai. Pendant longtemps, Geoffrey Mon s'est payé que 2000 euros par mois, pendant très longtemps. Et d'ailleurs, je précise que je suis très loin d'être le salaire le mieux payé de l'entreprise. Ah bon? Ah oui, oui. Donc ce n'est pas le fondateur qui a le salaire le plus élevé. C'est rarement le cas d'ailleurs. Ouais. C'est très rarement le cas. Ouais, non, on est non, mais c'est bien de enlever cette idée-là. Ah ouais, il y a des gens chez nous qui sont bien mieux payés que moi. Donc effectivement, donc moi je suis. Pendant longtemps, Geoffrey Mon c'est assez peu payé. Et là, on a 30 ans, on se dit, il est temps quand même qu'on ait le... Et alors, je me rends compte que je ne suis pas forcément aussi mieux payé que tous mes copains qui sont dans le conseil. Donc, en fait, j'ai le salaire de quelqu'un qui aurait fait une bonne carrière, une carrière correcte, on va dire, dans le conseil. Et finalement, ça vous convient? J'ai pas besoin de plus, ouais, je me rends compte. J'ai pas besoin de plus, donc voilà. En tout cas, merci pour votre honnêteté et votre authenticité encore une fois, parce que c'est très rare d'entendre des chefs d'entreprise donner comme ça leur salaire et en parler complètement librement, de manière complètement décomplexée, alors que l'argent, c'est quand même important pour commencer un projet et puis pour vivre après de sa passion. Oui, et d'ailleurs, certains investisseurs trouvent qu'on ne se paye pas assez, Geoffrey. Moi, j'étais très surpris. Ils nous ont dit, mais attendez les gars, vous pouvez pas rester à ce salaire-là. Il y a un moment... il ne faut pas mettre vos œufs dans le même panier, donc c'est important que vous commencez à vous payer plus pour arriver à bien épargner de côté. Exactement, pour aussi évoluer et développer un mode de vie qui nous fait envie, parce que c'est ça aussi le but quand on crée un business. Exactement, et je pense qu'effectivement, tout le monde est suffisamment adulte pour le comprendre, et si certains ne sont pas d'accord, pour venir en discuter avec moi. Exactement. Vous avez une philosophie aussi assez différente des autres marques. Vous révolutionnez le secteur de la mode sans avoir fait d'école de mode. Oui. C'est aussi comme ça que d'autres grands entrepreneurs ont réussi à disrupter certains marchés. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Vous voyez où dans 10 ou 15 ans? Là aussi, c'est encore une sacrée question. Est-ce que vous faites des plans déjà? Est-ce que vous avez une vision à long terme? Pas qui va aussi loin, parce que moi, effectivement, c'est vrai que dans 10 ans, 15 ans, peut-être qu'on fera pas que de la mode masculine. Là, le pitch, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Oui. Peut-être que ça sera d'aider les hommes à se sentir bien tout court. Peut-être que ça sera d'aider à se sentir bien les hommes et les femmes. D'accord. Que ce soit dans leurs vêtements, chez eux, dans leurs relations, avec eux-mêmes. Donc, c'est vrai que j'ai remarqué les gens aiment bien nous lire notre contenu sur la mode masculine, et les peu de fois où on s'est exprimé sur d'autres sujets, par exemple sur l'entrepreneuriat, ils aiment bien nous entendre aussi. Ils aiment bien nous entendre et certains nous ont trouvé inspirants, et je me dis peut-être que notre mission finalement elle va plus loin, ce pourquoi on est là. Elle va plus loin qu'aider les hommes à choisir correctement une chemise. D'accord, donc vous n'êtes pas fermé pour proposer d'autres contenus, toujours dans le but d'aider les gens à se sentir mieux, mais dans d'autres domaines. Peut-être qu'un jour, Bonne Gueule fera des cosmétiques, des compléments alimentaires, peut-être que fera même proposera des beaux objets pour avoir pour chez soi, un très beau fauteuil, très qualitatif et dans de belles conditions. Ouais, tout ce qui fait sens. Peut-être que Bonne Gueule aidera les hommes à mieux s'alimenter aussi. On ne sait pas, et je pense qu'une entreprise doit pouvoir avoir un objectif qui peut évoluer dans le temps, c'est normal. Oui, tout à fait. Et puis on est d'accord pour dire que de toute façon, l'objectif, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Et pour ça, il faut travailler dans tous les domaines de notre vie. Exactement, effectivement, parce que dans 10 ans, le Benoît que je suis d'aujourd'hui sera forcément pas le Benoît qui... Je pense que le Benoît dans 10 ans, il sera plus mature, il sera plus conscient, il aura une compréhension plus évoluée de certaines choses, donc forcément, il aura fait... évoluer ses objectifs. Enfin, ça me paraît très naturel. Alors pour arriver à un tel niveau, on pourrait penser qu'il faut impérativement sortir d'une école de mode ou avoir grandi dans ce milieu, alors que ce n'est absolument pas votre cas. Alors quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer eux aussi dans un projet entrepreneurial sans forcément bien connaître leur marché?
Alors, le plus gros obstacle, finalement, ça sera pas le marché, ça sera pas l'entourage, ça sera eux-mêmes. Ça sera toutes leurs croyances qui vont faire que il faut pas le faire. Moi, je viens d'une famille où on n'aime pas le changement, on n'aime pas le risque. On a une aversion à ça. Ma force, c'est d'en être conscient, notamment grâce à Geoffrey, d'ailleurs, qui m'a fait prendre conscience de ça. Ma force, c'est d'en être conscient de ça, que je suis câblé de manière à ne pas aimer le risque, à ne pas aimer quand C'est comme ça qu'on vous a conditionné. Voilà, exactement. Mais quand on est conscient, ça va. Et je pense que la première chose à faire, c'est de prendre conscience du câblage interne en soi qui fait qu'on a des croyances un peu limitantes. Tout à fait. Des préjugés sur certaines choses, sur le fait qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'aura jamais de clients, etc. Donc il y a ça. Finalement, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est On se nous-mêmes. met nos propres barrières. Et très rapidement, apprendre à vendre. Donc, Ouais, ça, je suis complètement d'accord. apprendre le copywriting. Enfin, le copywriting, c'est apprendre à écrire des mots qui vendent. Ouais. Apprendre à lancer un produit, à faire du lancement de produit. Apprendre à animer une mailing list. Apprendre à créer de la valeur. Enfin, toutes ces choses-là, ouais. Mais apprendre à vendre, c'est hyper, hyper important. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, pour moi, il faudrait vraiment instaurer un cours apprendre à vendre dans toutes les écoles. Effectivement, ouais, il faudrait un cours de copywriting dans toutes les écoles. C'est obligatoire. C'est hyper important. En tout cas, merci, ce sont de très très bons conseils. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. Pas de souci. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Oui. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je prends ma douche. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Mon copain Valentin. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? C'est le livre de Ben Horowitz qui s'appelle The Hard Things. C'est un livre d'un mec qui raconte ses galères, en gros, d'entrepreneuriat. C'était génial. Quelle est votre plus grande peur ? La peur de pas être à la hauteur, je pense. Pour vous, quel est le pire fashion faux pas ? Les chaussettes blanches avec des chaussures de ville. Quelle application utilisez-vous le plus ? YouTube. Quel livre offririez-vous en premier ? Les mots sont des fenêtres. Quel est votre film ou documentaire préféré ? The Great Happiness Space, c'est un documentaire sur les hôtes à Tokyo, en fait. Des filles viennent au bar, payer du temps avec eux. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? YouTube. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Que la générosité et la bienveillance sont des valeurs éculées qui font qu'on va se faire avoir tout le temps. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Une soirée au bar du Ritz. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce que vous faites aujourd'hui ? Toute la partie purement organisationnelle, organiser les choses, structurer, prendre des rendez-vous, toute la partie, les tâches du quotidien, quoi. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? Les notes de frais. Quelle est votre marque de mode préférée ? Il y en a plusieurs. J'aime bien Acronyme, j'aime bien Balmain. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Le jour où on a gagné nos premiers euros avec Bonne Gueule. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? D'écouter son cœur. Quel est votre plus grand regret ? D'avoir arrêté le dessin. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? J'aimerais bien rencontrer Tim Ferriss ou le mec de Wet But Why, comment il s'appelle, Tim Urban. Quelle est la marque de la chemise que vous portez aujourd'hui ? C'est une bonne gueule. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? L'ouverture d'esprit. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Le manque de rigueur sur certaines tâches. Quelle est la différence entre un col officier et un col Mao ? Le col officier a plutôt des bouts carrés. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? De mettre mon réveil ou de regarder une vidéo YouTube. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes mes questions et merci aussi pour le col officier, c'était un petit test. Merci Manal. Alors la différence c'est que le col officier se ferme à la différence du col Mao, c'est ça Ouais, ça fait un petit peu débat, mais c'est vrai que le col Mao est très arrondi et le col officier est très droit, très géométrique. D'accord, donc c'est vraiment le détail qui fait la différence. Oui, c'est vrai que le col officier n'a pas de bouton pour en parler sur son col, contrairement au col Mao. C'était l'instant mode dans le Manal Show. Et vous aimez bien Balmain, la marque Balmain, vous vous habillez régulièrement chez eux ? Non, pas régulièrement, j'ai 2-3 vêtements de chez eux. Mais c'est vrai que je sais pas, en fait j'ai un côté sombre, c'est que j'aime bien parfois ce qui est un peu clinquant. Oui. Donc j'aime bien Versace aussi.
Ah oui, effectivement, oui, c'est bien Ouais, c'est mon clinquant. côté un peu sombre, mais je sais qu'il existe, donc je fais avec. Bon, en tout cas, se faire plaisir de temps en temps, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, c'est une philosophie que je partage à 100%. Voilà. Merci beaucoup Benoît Vostenka d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Ah bah, sur bonnegueule.fr, évidemment. Évidemment, sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram également. De toute façon, je partage toutes les références sur notre site lemanalshow.com. Merci beaucoup. Merci encore Benoît, je Merci vous souhaite beaucoup de merci à vous. succès dans tous vos futurs projets. Bah, vous aussi. Salut Myriam, Salut Manal, comment ça va aujourd'hui? super et toi? Bah ça va très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle chronique, d'autant plus que je sais que tu nous as concocté quelque chose de très intéressant avec une personnalité que j'apprécie beaucoup et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans le Manal Show. Et oui, et aujourd'hui on va évoquer les voies du succès avec Ariana Huffington. Ariana Huffington, qui est la cofondatrice du Huffington Post, un média référence dans le monde. Elle est une entrepreneure à succès, elle est aussi speaker, podcaster et même auteure, puisqu'elle a écrit un livre sur le sommeil où elle partage sa propre expérience. Exactement. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le sujet qui nous intéresse, c'est le succès. Alors, avoir du succès peut nous sembler fatigant, car on s'imagine que pour l'atteindre, il faut courir, courir après l'argent, après la reconnaissance ou encore après le pouvoir. Du moins, c'est ce que la société nous met en tête. C'est vrai, quoi. On est plus enclin à avoir de l'admiration pour une superstar ou un chef d'entreprise à la tête d'un gros empire, plutôt que pour un berger qui mène son troupeau à l'eau. Exemple un tout bête, hein. Mais qui a le mieux réussi en réalité? Eh bien, pour répondre à cette question, Manal, je vais t'en poser une autre. Quelle est ta vision du succès? Ah, excellente question Myriam, et je dois dire que ma vision du succès a pas mal évolué ces dernières années. Aujourd'hui, je pense que c'est avant tout être en adéquation avec mes valeurs, faire des choses qui ont du sens pour moi, et aussi sentir que j'ai un vrai impact dans le monde, que je laisse quelque chose derrière moi. Eh bien, dis-toi que tu es sur la même longueur d'onde qu'Ariana Huffington, car selon elle, avoir du succès, c'est atteindre un objectif conforme à des ambitions saines et personnelles, définies par nous et non pas la société. Trouver un sens à notre vie en construisant concrètement et durablement, c'est le vrai sens qu'a le succès. Alors, définir vous-même les termes du contrat vous permettra non seulement de réussir, mais aussi de ne pas être victime de votre succès. Ah, être victime de son succès, c'est un principe intéressant. Ça veut dire quoi pour elle exactement? On va prendre l'exemple d'Ariana Huffington. Sa vie de femme et sa vie de femme d'affaires et de mère au foyer l'ont conduit à un état d'épuisement extrême. Par exemple, un matin, elle s'est réveillée avec le menton complètement fracassé dans une mare de sang. Et c'est là qu'elle a réalisé que son succès était une cause de mal-être. Aux yeux du monde, elle avait réussi, mais en réalité, elle échouait et son corps le lui rappelait tous les jours. Oui, c'est vrai qu'elle a une vie assez remplie et tellement remplie qu'en fait son corps a lâché, comme tu l'as dit. Elle est tombée, je crois, c'est ça l'histoire, et elle s'est gravement blessée. Et c'est comme ça qu'elle a eu un déclic en se disant: oh là là, il faut que je fasse attention et que je prenne soin de moi. Et d'ailleurs, elle explique bien dans cette interview que c'était en l'occurrence le manque de sommeil qui était à l'origine de son déséquilibre. Exactement, il ne faut pas prendre les conséquences d'un manque de sommeil à la légère, car mal dormir entraîne des conséquences et des problèmes de santé dramatiques, comme le diabète, l'affaiblissement du système immunitaire ou une pression sanguine basse. Alors, le premier conseil de cette évangéliste du sommeil, ce sont ses propres termes, c'est de dormir pour atteindre les sommets. Sleep our way to the top. Alors, Mana, j'aimerais savoir si toi, tu as des rituels particuliers pour avoir de bonnes nuits de sommeil. Oui, oui, en effet, j'en ai pas mal et je peux en partager quelques-uns avec vous. Pour moi, le sommeil, c'est très, très important. Ça fait partie intégrante de mon hygiène de vie. La première chose à faire, je pense, c'est de se déconnecter complètement de son travail quelques heures plus tôt, pour laisser son cerveau le temps de digérer tout ce qui s'est passé dans la journée et de se reposer tout simplement. J'aime bien aussi écrire dans mon 5 minute journal, ça les auditeurs du Manal Show le savent, 3 choses positives qui se sont passées dans la journée, pour la simple et bonne raison que c'est quand même mieux de dormir sur une note positive. Et enfin, ces derniers temps, écoutez, je teste l'application Calm avec des séances de méditation spéciales pour dormir et ça fonctionne très bien, c'est très très apaisant, donc ça je le recommande fortement. Eh bien, dis-toi qu'Ariana Huffington en a des similaires et qu'elle pourrait même prendre conseil auprès de toi puisque tu me sembles en avoir de très intéressants. Alors, ces petits tips à elle, c'est par exemple, de prendre un bain chaud avant d'aller se coucher, de ne pas charger son téléphone à côté de son lit et de préférer un bon livre à son ordinateur.
Toutes ces astuces l'ont aidé à améliorer la qualité de son sommeil et du coup à faire des nuits qui répondent à ses besoins. Alors dites-vous bien que si le matin vous vous réveillez sans réveil, c'est que vous avez bien écouté votre corps. Donc bravo. Il faut savoir aussi que les moments que l'on accorde au repos interrogent notre rapport au temps. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, il m'arrive très souvent de me sentir un peu sous l'eau et de vouloir avoir du coup des journées plus longues pour faire plus de choses. Je suis un peu en mode time famine, en gros ce qu'on pourrait traduire par une disette temporelle. La clé pour se réconcilier avec le temps, c'est tout simplement de revoir ses priorités et aussi de faire la paix avec l'idée de remettre certaines choses au lendemain. Alors, je ne vous parle pas de procrastiner, hein. Procrastiner, c'est mal et c'est bien la preuve qu'on a vraiment un problème avec la gestion du temps. Mais se dire qu'on a fait son maximum aujourd'hui et qu'on peut remettre certaines choses à demain, c'est aussi être plus généreux et plus conciliant avec soi-même. Et je dirais même qu'il faut impérativement apprendre à définir ses priorités. Complètement. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on accorde naturellement plus d'intérêt aux rendus qui pressent, aux projets qui exigent un investissement à court terme. Eh bien, Ariana Huffington, elle, vous propose un peu de virer de bord, de faire passer en priorité les projets qui sont sur votre to-do list depuis un peu plus longtemps, comme finir le premier chapitre de votre roman ou apprendre une nouvelle langue. En gros, l'idée, c'est de se dire que le temps est un allié et pas un ennemi. Pour atteindre le succès, il faut rééduquer son esprit. Commencez par réfléchir à votre propre définition du succès et aux moyens les plus efficaces pour l'atteindre. Mais avant de réfléchir à tout ça, allez faire une sieste. Pour atteindre le succès, il faut rééduquer son esprit. J'aime beaucoup cette phrase. Merci beaucoup en tout cas Myriam pour cette chronique sur le sommeil, parce qu'on néglige trop souvent son sommeil alors que c'est très important, hein. Donc merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je sais que c'est une vraie problématique, hein, pour vous, sachez que j'ai réalisé une formation en ligne sur la gestion du temps. Oui, oui, la gestion du temps. Et j'ai partagé toutes les méthodes et tous les outils que j'ai mis en place pour être performante dans mon travail, certes, mais aussi et surtout pour garder un équilibre avec ma vie personnelle. Et tout est accessible sur le site lemanalshow.com/school. Merci encore Myriam et je te dis à très bientôt. À très vite. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les 3 meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Benoît Vostenka pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Conseil numéro 1, apprenez à vendre. Pour moi, ça devrait même faire l'objet d'un cours à part entière dans toutes les écoles. Apprendre à vendre, c'est essentiel. On doit pouvoir vendre des produits ou des services pour vivre de notre activité. Heureusement, il existe de très bons moyens de se former sur Internet aujourd'hui et je pense notamment à Marketing Mania avec Stanislas Leloup que j'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast. Il en existe plein d'autres évidemment, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Mais honnêtement, je ne peux que vous recommander de vous former un minimum aux meilleures techniques de vente pour être capable de mener un projet jusqu'au bout et d'en vivre confortablement. Conseil numéro 2, entourez-vous des bonnes personnes. Dans la vie, on n'y arrive jamais seul. On a besoin de soutien moral de la part de notre famille, de nos amis, de notre entourage au sens large. Et quand on se lance dans un business, eh bien, on a 2 fois plus de chances de réussir et d'aller plus vite avec un allié, un partenaire qui va apporter son regard et ses compétences. Même si on est seul à changer d'état d'esprit et à agir concrètement pour atteindre nos objectifs, on a tout de même besoin de personnes de confiance qui vont nous tirer vers le haut. Donc choisissez votre entourage avec le plus grand soin. Soyez intransigeants, soyez exigeants et n'oubliez pas que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et enfin, changez d'état d'esprit. Comme je vous le dis souvent dans cette émission, tout est une question de mindset. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais une fois que vous avez compris ce principe, vous vous libérez de toutes ces chaînes qui vous enferment dans votre zone de confort. Parce que combien sommes-nous à passer à côté de superbes opportunités uniquement parce qu'on a peur d'échouer ou peur du regard des autres. Alors il est temps de briser ces barrières psychologiques qui vous limitent dans vos projets et vous empêchent de vous épanouir. Et n'attendez pas de vivre quelque chose de dramatique pour avoir ce déclic. Faites-le maintenant, ne perdez plus une seconde. Affranchissez-vous de toutes ces idées qui vous bloquent. Pas le bon diplôme, pas assez d'expérience, pas assez d'argent ou encore pas le bon réseau. Ce sont de simples petites excuses qui vous confortent dans votre petit quotidien.
Alors changez d'état d'esprit maintenant et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je suis ravie d'avoir rencontré Benoît Voshtenka. Il a partagé son histoire avec beaucoup d'authenticité et de simplicité. Il prône des valeurs qu'il incarne lui-même au quotidien. Et aucun sujet n'est tabou pour lui, vous l'avez vu. Il est très sincère dans ses réponses. Et contrairement à beaucoup d'entrepreneurs à succès, lui, il ne cherche pas à vendre du rêve. Mais il souhaite partager tout simplement la réalité du terrain. Sa réalité pour aider un maximum de personnes et je trouve que c'est vraiment une grande qualité. Benoît fait incontestablement partie des meilleurs invités de ce podcast. Alors, une fois n'est pas coutume, pour toutes les personnes qui ont été inspirées par sa philosophie et souhaitent aller encore plus loin pour en apprendre davantage sur la création d'un projet et bénéficier de tous ses conseils exclusifs, sachez que je partage mon entretien avec Benoît Voshtenka dans son intégralité et c'est disponible pour vous sur le site lemanalshow.com/intégral. Pour moi, son retour d'expérience est plus enrichissant que n'importe quelle école et n'importe quel incubateur. Je le pense vraiment, donc j'espère que ça vous aidera à votre tour. Et bien sûr, je vous mets le lien de l'intégrale juste en dessous, dans la description de ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!